On va aborder maintenant une troisième partie qui sera consacrée à l'impact des évolutions technologiques sur ces notions même de contrat. Il y en a une qui saute aux yeux, si j'ose dire, c'est l'émergence des big data et de leur volumétrie de données. Comment est-ce qu'elles font évoluer cette notion de contrainte? On va peut-être commencer par vous, Monsieur Roland, puisqu'avec notamment les compteurs Linky et les smart grids, vous allez être un gros utilisateur de ces big data. Ça change radicalement la donne parce que ça permet d'avoir une connaissance à la fois fine de chaque client et puis par des logiques d'agrégation, d'être en capacité de les mettre au service de problématiques beaucoup plus larges. Donc on n'a plus une logique statistique par la moyenne, on a vraiment une logique d'agrégation, de somme d'individus ou de somme de collectifs qui permettent d'avoir une connaissance d'un certain nombre de comportements, un certain nombre de modalités de fonctionnement, et ensuite d'agir sur ces modalités de fonctionnement et sur ces comportements. Les smart grids, par exemple, permettent de mieux intégrer globalement à la fois l'arrivée d'énergie répartie, c'est-à-dire des énergies renouvelables, solaires ou l'éolien, dont on ne sait pas exactement, précisément, sauf à des degrés de temporalité très fins, quand est-ce qu'ils vont arriver sur le réseau, qui sont installés partout sur le territoire, mais sans aucune logique de pertinence par rapport au fonctionnement du réseau électrique, par rapport à ce que c'était hier. On produisait, on transportait, on consommait, les choses étaient simples, la route était à sens unique. Là, la route, non seulement elle est à double sens, mais en plus, il y a plein d'intersections dans tous les sens, avec des gens qui se comportent différemment. Donc, pour pouvoir monitorer tout cet écosystème qui n'est plus aussi organisé que précédemment, la connaissance, la maîtrise des données est absolument essentielle, parce que ce qui peut sembler être un joyeux capharnaüm, en fait, via les big data et via la maîtrise de ces données, peut être réorganisé pour un bénéfice collectif. Une meilleure utilisation de l'électricité quand il y a du soleil ou quand il y a de l'éolien, une meilleure utilisation du stockage, une meilleure modalité de consommation par les clients en fonction des logiques de production, et le tout en étant localisé, et pour autant avec une vision globale. Parce qu'on a une forme de... Enfin, les big data amènent une forme de paradoxe, c'est que y a d'un côté ce que j'appelle le localisme, c'est-à-dire la volonté d'avoir des éléments précis chez moi, dans mon univers, dans mon coin à moi, et en même temps de l'autre côté une homogénéisation des lectures, une uniformisation presque des lectures, et ces deux éléments doivent fonctionner ensemble pour un bénéfice collectif. Donc les big data sont une irruption absolument essentielle, en tout cas dans mon domaine, c'est vraiment une révolution fondamentale, à la fois sur la connaissance du client et à la fois sur les modalités de pilotage de l'ensemble du système. D'accord. Pour prolonger un petit peu et pour reparler de cet équilibre, le mot est sans doute trop fort, mais pour rester dans notre thématique, les big data vont non pas contraindre, mais proposer au client d'être en partie le pilote de sa consommation. Sur les premiers tests que vous avez menés, est-ce qu'on retrouve cet équilibre dont parlait Pierre Volz sur ça me demande un petit peu de temps, mais finalement je suis gagnant parce que je vais gagner 10% sur ma consommation d'électricité. De voir ce que je consomme, quand, et de pouvoir mieux maîtriser, mais en pilotant, donc en faisant un effort, sa consommation. Le premier élément, c'est même pas tellement la maîtrise, c'est la connaissance. D'accord. C'est-à-dire la visibilité de ces cycles de consommation. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit une facture avec un volume global de kilowattheures, et on se doute qu'à un moment donné, on a consommé plus, que là, on a consommé moins, etc. Là, on a sous les yeux la manière dont on consomme. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe le week-end? Pourquoi est-ce que je consomme tant le week-end, etc., etc. Voilà. Donc la connaissance, le simple fait de mettre sous les yeux la réalité précise de mon comportement, en définitive, induit des évolutions de comportement, et on va essayer de faire en sorte de consommer moins. Ensuite, la maîtrise, elle va se situer à différents niveaux. C'est-à-dire qu'en électricité, il faut bien avoir en tête que l'essentiel, ce n'est pas tellement le niveau de la consommation, le volume,
c'est l'adéquation entre la production et la consommation. L'électricité, c'est un vélo en côte. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc il faut avoir un équilibre permanent entre production et consommation. Et donc, si vous consommez beaucoup à 2 heures du matin, ce n'est pas forcément très très grave. Par contre, si vous consommez beaucoup, et si tout le monde consomme beaucoup à 7 heures du soir à la pointe d'électricité, l'électricité marginale, le plus qu'on va devoir consommer, pèse énormément sur l'ensemble du système. Donc plus que la maîtrise d'une volumétrie, qui évidemment est importante, il faut diminuer notre consommation d'électricité. Il ne s'agit pas d'encourager tout le monde à allumer son chauffage à 2 heures du matin, plein pot, c'est pas ça. Mais plus que le niveau global de la consommation, c'est les moments où cette consommation va se situer en rapport avec la réalité de la disponibilité de la ressource électrique. Comme c'est un fil continu, il faut être en équilibre entre production et consommation. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au smart grid, quand vous avez de l'électricité disponible parce qu'il y a du soleil ou qu'il y a du vent, que les centrales tournent, la consommation est beaucoup moins contrainte, au-delà d'une question de niveau et d'une éventuelle pollution au CO2 s'il y a du charbon qui tourne, etc. C'est moins contraint. Alors que si vous n'avez pas de vent et qu'il fait nuit et qu'il fait froid, là ça devient problématique. Pas une question de niveau, c'est plus une question de moment et d'adéquation entre la production et la consommation qui est importante. Et là, évidemment, tous les outils connectés sur le réseau, et Linky est le premier objet connecté, il y aura 35 millions d'objets connectés sur le réseau bientôt, nous permet d'avoir une connaissance fine de ces éléments-là et donc d'être un acteur de la régulation avec l'ensemble de l'écosystème électrique. Ce n'est pas ERDF seul qui régule cette problématique-là, d'être un acteur d'un équilibre énergétique de meilleure qualité. D'accord. Qu'est-ce que vous inspire l'émergence, l'explosion même des big data? Quel lien avec la contrainte entreprise et la contrainte client? Il y a un lien assez étroit. C'est vrai que quand on parle de big data, généralement on le positionne autour de cette phrase très classique, proposer le bon produit au bon client, au bon moment, etc., au bon endroit éventuellement. On peut légèrement détourner cette phrase et donc ça consisterait à dire que le big data permet d'imposer la bonne contrainte au bon client, au bon moment, voilà. Et symétriquement, donc ça suppose d'allouer les moyens dont on dispose en tant qu'entreprise, donc notamment les moyens humains, finalement aux clients qui en ont le plus besoin. Donc voilà, par exemple, je souhaite accompagner mes clients dans l'utilisation du produit ou du service qu'ils viennent d'acquérir. J'ai des moyens pour les accompagner. Je vais essayer de concentrer ces moyens sur les clients qui sont les plus sensibles à cette contrainte. Peut-être ceux qui disposent de moins de compétences, je vais les accompagner plus. Donc voilà, cette compréhension très fine des contraintes, des ressources du client et finalement facilité par le big data. Je rebondis sur un point qu'évoquait Olivier il y a un instant. C'est vrai que le big data en relation client, le big data en média, oui, il explose. Le big data en relation client, bien sûr, historiquement, il y avait les systèmes transactionnels, ensuite les systèmes de fidélisation, etc., qui ont généré des données. Mais très clairement, le mouvement intéressant auquel on assiste en ce moment, c'est les big data, on va dire, métiers de fonctionnement de l'entreprise. Alors, dans le cas de l'électricité, c'est assez clair, mais toutes les entreprises les stocks, par exemple, dans les distributions, voilà, c'est des big data importantes, avec les puces RFID, etc., ça génère énormément de volume. Donc, ces big data métiers, en fait, le sujet, c'est comment on va pouvoir, grâce à ces big data métiers, améliorer la relation client. Donc les détourner finalement au service de la relation client. Et compte tenu des volumes, compte tenu des investissements nécessaires, je trouve qu'il y a une belle opportunité pour les entreprises de valoriser ces données on va dire, métiers au profit d'une meilleure relation client. Alors ça prend des formes très différentes, dans la santé, la mobilité, enfin c'est un mouvement général. Voilà, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est qu'effectivement, voilà, c'est quand même la question de la vie privée, de la sécurisation de ces données, ne serait-ce que du stockage. Chaque semaine ou peu ou prou, on a dans la presse, et pas seulement européenne ou française, mais américaine, par exemple, le New York Times qui en fait une rubrique régulière sur les données, sur la vie privée. On voit qu'il y a des data breach, comme on dit, très réguliers. Donc, effectivement, ça pose quand même une question sur la sécurisation de ces données. Donc, on l'a un petit peu mis de côté parce que les entreprises, heureusement, se sont confrontées à ce qu'on appelle le paradoxe de la vie privée, c'est-à-dire les clients sont préoccupés, mais en fait, ils prennent aucune précaution. Donc,
tant mieux pour les entreprises. Mais il y a quand même un vrai sujet et qu'il faut prendre avec un peu de sens des responsabilités. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu la limite que je poserais. C'est qu'aujourd'hui, les technologies permettent de faire des choses fantastiques, bon, souvent plus sur le papier que dans la réalité. C'est pas si facile que ça, mais il reste quand même un certain nombre de points de sensibilité, on va dire, notamment celui de la protection des données, qui doivent être, à mon avis, rappelés, mais peut-être rappelés, même si le client lui-même n'en a pas conscience. Eh bien, aujourd'hui, il n'en a souvent pas conscience parce que la plupart de ces données sont collectées. Bien sûr, il y a un moment où il a cliqué, hein, il a donné son accord, mais la plupart de ces données ne sont pas forcément collectées en ayant conscience de la nature des données collectées. Le client, il ne voit rien. Hein. Vous demandez à un adolescent quelles sont les données qui sont collectées sur Facebook, sur son profil, lui, il utilise Facebook. Hein, voilà, c'est ça son job. Hein, c'est pas de s'interroger sur les données collectées. Donc, finalement, il faut aller au-delà des craintes du client, à mon sens, pour les entreprises les plus responsables. Bon, typiquement, le fait de choisir de ne pas revendre les données, ben voilà un acte de responsabilité. Oui. Sur le cas spécifique de Linky, puisque c'est le premier compteur communicant en France qui va monitorer complètement la consommation des clients et qui va servir à la fois pour l'aval, pour le pilotage et pour chacun des clients, la confidentialité des données est un élément absolument majeur et il ne pourra pas y avoir d'utilisation des données de consommation sans consentement explicite et spécifique, c'est-à-dire non seulement un consentement du client pour dire je veux bien que vous utilisez mes données, mais un consentement qui est spécifique, c'est-à-dire je veux bien que vous utilisez mes données pour faire ça, pour cet usage et pas pour autre chose. Parce qu'effectivement, on peut très facilement récupérer un consentement général et après les utilisations seraient extrêmement variées et on ne sait même pas quelles pourraient être les utilisations dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc la maîtrise du consentement et la sécurisation de ce consentement client est absolument essentielle et c'est une condition sine qua non de notre capacité à opérer ensuite, industriellement parlant, convenablement, les outils. Ça renvoie aux éléments qu'on a évoqués précédemment sur la confiance, la fiabilité et la performance des entreprises en domaine contraint régulé qui plus est. On ne peut pas se permettre d'avoir la moindre faille dans cette confiance-là, sinon le système peut s'écrouler, quoi.